à tout le monde. Je vais parler aujourd'hui des technologies qu'on utilise pour les génotypages à haut débit, puis comment on peut servir de ces données-là pour donc au niveau des programmes d'amélioration génétique des plantes. Donc, je veux parler tout d'abord de génotypage haut débit. Qu'est-ce qu'un génotypage? Donc, les génotypages, ça consiste à identifier les génotypes d'une ou plusieurs lignées pour un marqueur moléculaire donné. Pour ceux qui n'ont pas une idée sur les marqueurs moléculaires, c'est un polymorphisme qui existe entre deux ou plusieurs lignées. On entend parler des SSR ou des simple sequence repeats ou des RFLP ou souvent aussi à nos jours, on parle des SNP ou des SMP. Ce sont de single nucleotide polymorphisme qui se traduit, comme vous le voyez ici, par une différence au niveau d'une paire de nucléotides entre deux plantes. Donc, les SNP sont généralement bialléliques et moins polymorphes que les autres marqueurs moléculaires. Par contre, ils sont très nombreux sur le génome et sont répartis sur le génome. Et de ces faits, ces marqueurs-là sont des candidats idéaux ou des marqueurs idéaux pour être génotypés à très haut débit. Maintenant, comment on peut procéder ou comment on peut faire les génotypages à haut débit des SNP? Il y a deux façons pour faire ça. Soit qu'on passe par ce qu'on appelle les SMP arrays ou les puces ASMP. Puis, c'est quoi les puces ASMP? C'est des puces qui portent des sondes qui sont basées sur un catalogue déjà prédéfini des marqueurs dont on est leur position sur le génome et leur allèle. Et généralement, ces puces d'SNP sont développées en se basant sur une population donnée sur laquelle ça a été identifié ce catalogue de SNP déjà prédéfini. Donc, grâce à des sondes, donc il est possible d'identifier les génotypes pour un marqueur donné pour l'échantillon d'ADN qu'on va tester ou les génotypes ou la lignée qu'on veut tester. Donc, la différence entre les SMP arrays et les séquençages, la deuxième technique, c'est que les SMP arrays, comme je viens de vous dire, donc c'est déjà un catalogue qui est prédéfini. Donc, les génotypes sont de très bonne qualité. Par contre, c'est toujours des marqueurs qui sont uniquement polymorphes entre les lignées sur lesquelles ça a été basé le développement de la puce, en fait. Par contre, si on veut avoir une approche un peu plus personnalisée et identifier des marqueurs ou des SNP qui sont qui portent des allèles rares au niveau de la population sur laquelle on doit travailler, on doit passer par une approche un peu plus personnalisée sur notre population et on va faire les séquençages. Pour faire les séquençages, il y a deux façons pour procéder. Soit qu'on fait des whole genomes, donc on séquence les génomes complets de nos lignées, soit on passe par ce qu'on appelle les techniques de réduction de complexité, telles que le REDSeq, ou donc souvent on parle donc de la GBS ou le génotypage par séquençage. Donc, quelle que soit la technologie ou l'approche qu'on va utiliser pour les séquençages, on va passer par une étape qu'on appelle préparation des librairies. Et cette étape-là, ça consiste à préparer des short reads, des fragments d'ADN qui sont de taille séquençable, généralement entre 50 et 300 paires de bases qu'on va utiliser, on va le passer sur les technologies de séquençage ou les appareils de séquençage. À nos jours, il y a deux technologies essentiellement utilisées, Illumina puis IM Torrent. Maintenant, c'est quoi la différence entre la GBS ou les technologies de réduction de complexité en général puis les whole genomes? Donc, les whole genomes, comme vous voyez ici, là, donc si on regarde, ça c'est on obtient des fragments, on va passer au séquençage des fragments qui sont répartis sur l'ensemble des génomes, en fait. Alors qu'au niveau de la GBS, par exemple, on va utiliser une approche de réduction de complexité. Et cette approche-là, ça va réduire le nombre des fragments qu'on va passer au séquençage. Pour la GBS, comment on va réduire donc le nombre des fragments? C'est avec l'utilisation des enzymes de restriction qui sont des enzymes dites sensibles à la méthylation. Et donc, l'approche est faite ou la préparation de librairie est faite de telle façon que seulement les fragments qui ont à leur extrémité un restant de sucre de coupure d'un enzyme de restriction qui vont être passés au séquençage. Donc, de ces faits, on voit qu'il y a juste les fragments qui sont à côté d'un site de restriction qui vont passer au séquençage.
Et les enzymes qu'on va utiliser, c'est des enzymes sensibles à la méthylation. La méthylation, sans entrer dans les détails, c'est comme une caractéristique qui est souvent rencontrée chez les régions répétées du génome. Et en utilisant des enzymes sensibles à la méthylation, on va éviter ces régions-là et on va focaliser toute notre attention sur les régions où il y a plus d'informations génétiques, là où il y a du gène. Maintenant, on passe à l'étape du séquençage. Comme vous voyez dans l'image ici, ça c'est le flow cell sur lequel ça se fait les séquençages, ça c'est le flow cell Illumina. Pour un flow cell donné, selon les kits qu'on va utiliser, on a un nombre X de reads qu'on peut séquencer sur la flow cell. Et maintenant, si on arrive avec au départ, moins de fragments provenant de la GBS par rapport au whole genome, c'est sûr qu'on peut mettre plus d'échantillons sur le flow cell en utilisant une approche GBS par rapport au nombre d'échantillons qu'on peut mettre sur la même flow cell en utilisant des whole genomes, ce qu'on appelle le multiplexage. Donc, du coup, on peut, avec une approche de réduction de complexité comme la GBS, échantillonner ou génotyper plus de lignées avec un coût beaucoup plus faible que l'utilisation des whole genomes. Par contre, le whole genome a ses propres aussi donc avantages si on veut avoir une couverture du génome au complet pour différentes sortes d'applications. Maintenant, une fois qu'on a toutes les données de séquençage ici de nos séquenceurs, on va passer par une étape d'analyse bioinformatique. Donc, essentiellement, on va analyser l'information, donc les séquences qu'on a obtenues au moment du séquençage. Si on ouvre les fichiers ici de séquençage, on va voir ces genres de lignes-là. Donc, on a ici, par exemple, la séquence des fragments qu'on a séquencés et 2 lignes avant la séquence qui portent des informations sur les conditions ou la qualité de séquençage comme tel. Donc, ces fichiers sont appelés, donc, sont en format FASTQ, sont des fichiers quand même très volumineux. Par exemple, on parle de quelques gigaoctets à quelques dizaines de gigaoctets en termes de volume de données pour des données issues de la GBS, et on parle à des centaines de gigaoctets, même des terabytes pour les données ici des whole genomes. Tout dépend de la taille de la population avec laquelle on travaille et de la taille du génome ou de l'espèce sur laquelle on travaille. Donc, une fois qu'on a ces données-là, donc on doit passer par ce qu'on appelle un pipeline d'analyse bioinformatique qui est conçu à une succession de logiciels en ligne de commande en milieu Linux qui permettent d'analyser ces données-là. Donc, les étapes les plus importantes, c'est l'étape de contrôle qualité où on va éliminer toutes les séquences de mauvaise qualité, puis on va aligner toutes les séquences sur un génome de référence, puis on va donc aussi faire une évaluation de la qualité de l'alignement. Puis, on va passer à une dernière étape où ce qu'on appelle donc l'appel des variants, où on va identifier des SNP et appeler les génotypes par SNP par lignée. Maintenant, comment on va appeler les génotypes? Si on voit, par exemple, ici, en gris, on peut voir, par exemple, la séquence ici. Si on peut supposer que ça, c'est la séquence référence. Puis, les séquences en jaune sont les séquences qui proviennent de la lignée jaune. Les séquences en vert sont les séquences qui proviennent de la lignée verte. On voit ici qu'un SNP, ça se traduit par une modification au niveau de l'allèle, au niveau de la même position, donc des SNP là. Donc, pour la lignée verte, on a des G par rapport à des A qu'on voit souvent que ce soit chez la lignée référence ou la lignée jaune. Et de ces filles, donc on peut dire qu'on a un SMP ici, et pour lesquels l'allèle, ce sera un G pour donc la lignée verte, puis un A pour la lignée jaune. Maintenant, ça c'est simple. Ça c'est si on suppose qu'on a donc l'espèce avec laquelle on travaille, c'est haploïde, et de ces faits, on a 2 possibilités de génotype, un A ou un G.
Maintenant, donc, si on augmente la ploïdie, maintenant, on travaille avec, par exemple, des espèces diploïdes, on aura trois possibilités parce qu'il est possible d'avoir aussi, donc, des individus qui portent les deux allèles et d'avoir ce qu'on appelle un hétérozygote, un AG. Maintenant, ça augmente encore plus la complexité si on travaille avec des lignées comme tétraploïdes, comme par exemple la pomme de terre qui a développement végétatif et que souvent on voit vraiment des hétérozygotes. Et là, la classe d'hétérozygotes chez les génomes tétraploïdes, ça se divise en trois en fait. Donc, il y a une différence entre un AAAG, puis un AAGG, puis un AGGG. Et pour distinguer ces trois classes-là, on doit jouer sur le nombre de séquences qu'on appelle les profondeurs de séquençage, où c'est le nombre de séquences qui vont donc avoir de l'information pour chacun des marqueurs. Par exemple, ici, pour notre marqueur, pour la lignée jaune, on a un 1, 2, 3, 4, 5. On a un profondeur de séquençage de 5x et de 4x pour l'allèle ou pour la lignée en vert. C'est-à-dire, si on travaille avec des lignées tétraploïdes, on doit avoir plus de séquences. Donc, aux alentours de 12 rides sera le minimum pour identifier, par exemple, des génotypes tétraploïdes. Maintenant, une fois qu'on a terminé l'appel des génotypes, quel que soit vraiment donc la ploïdie, etc., donc on va avoir un catalogue comme ça, donc où on trouve les noms des lignées ici, puis pour chacun donc des SNP, on trouve la position sur les génomes et donc un identifiant, généralement, c'est sa position sur les génomes et sur quel chromosome il est situé, en fait. Puis après, on trouve les génotypes qui correspondent pour chaque lignée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on peut faire avec ces catalogues-là de marqueurs? Il y a plusieurs applications. Donc, il y a, par exemple, la phylogénie et l'analyse de la structure de la population. Donc, on peut faire l'analyse des linkage déséquilibres ou les déséquilibres des liaisons. On peut faire des cartes génétiques. On peut faire des cartographies quituelles et des GWAS. On peut faire aussi de la prédiction génétique. Il y a plusieurs autres applications, mais souvent, ça, c'est les applications que vous allez rencontrer dans la littérature. Donc, la phylogénie et la structure de la population. Donc, ici, avec le catalogue de marqueurs qu'on a vu tout à l'heure, on peut, par exemple, faire des arbres phylogénétiques qui illustrent un peu les liens de parenté qui existent entre nos lignées de la même population. Et il est aussi très important pour certaines autres analyses ou certaines autres applications, d'évaluer la structure de la population, c'est-à-dire c'est quoi le nombre minimal des groupes qui peuvent expliquer la variation génétique qui existe dans notre population. Ici, par exemple, si on voit, par exemple, le graphique qui est ici, là, chaque barre ici, donc ça représente une lignée. Et donc, si on voit, par exemple, ici, c'est comme donc une part cumulative. Par exemple, la lignée qui est 8 ici, je pense. Là. Donc, c'est à peu près 60% appartient au cluster 1, au groupe 1, puis c'est à 40%, elle appartient au cluster en jaune ou c'est orangé, en orangé, le cluster 6. Comme ça, on peut identifier les différents clusters qui existent dans notre population. Et ça, c'est vraiment important pour d'autres analyses qu'on va expliquer par la suite. Donc, il y a aussi, on peut analyser donc le linkage déséquilibre ou le déséquilibre des liaisons. Puis, on peut définir ça comme étant une évaluation ou une mesure de la capacité ou de la recombinaison entre deux sites donnés, en fait. Donc, un R carré ou une mesure de LD qui tombe vers 1, cela veut dire que les deux sites sont fortement liés et que la probabilité d'avoir des crossing over ou des recombinaisons entre ces sites-là est très faible par rapport à donc un LD qui est très faible, qui tombe vers 0, où la probabilité d'avoir des recombinaisons ou des crossing over entre les sites sont beaucoup plus importantes. Et maintenant, à quoi ça sert, c'est l'analyse des LD en fait. Donc, si on voit par exemple les graphiques ici, là, on voit par exemple la dégradation du LD
par rapport à la distance génétique, on voit que il faut juste à peu près 25 paires de bases donc c'est à peu près, ouais. Donc il faut, donc les mesures ici, ce sont en 5 kb par exemple. Donc il faut ici, par exemple, 25, à peu près 50 kb de différence ou de distance entre deux marqueurs pour que la probabilité que de crossing over va descendre donc à 0,2. Ici, par exemple, on voit, par exemple, ça, c'est les wild species ou les lignées sauvages. Puis ça, c'est chez le soya, par exemple. Alors que cette probabilité est moins faible chez donc les lignées qui sont commercialisées ou les lignées qui proviennent des programmes d'amélioration avancée. Donc, c'est important d'évaluer vraiment donc cette distance de dégradation des LD parce que ça peut nous donner une idée sur la degré de fixation, par exemple, de nos lignées avancées, etc. Donc, c'est important aussi d'évaluer la distance du LD dans des fenêtres un peu plus précises. Si, admettons, par exemple, sont tous des marqueurs moléculaires, puis, donc ça, c'est les carreaux, par exemple, ça évalue, donc c'est des mesures des LD en fait. Les carreaux, lorsqu'il est complètement rouge, ça, c'est un LD parfait, alors que c'est lorsque donc, en blanc, par exemple, ici. Donc, ça, c'est un LD plus faible, en fait, ce qui tombe vers à peu près 0. Admettons qu'on a des marqueurs qui sont fortement liés, ils vont faire des blocs, par exemple. Et si, admettons, on a des gènes d'intérêt dans ces blocs-là, cela veut dire que tous les marqueurs qui existent dans les blocs peuvent être utilisés pour suivre le gène qui existe dans le bloc. Parce que tous les blocs, ce sont des marqueurs et des gènes qui sont en liaison entre eux par rapport donc à la mesure de LD en fait. Maintenant, donc, on peut aussi utiliser notre catalogue des marqueurs pour générer des cartes génétiques. Les cartes génétiques, ça, c'est une mesure de la fréquence des recombinaisons. C'est une mesure de la distance génétique qui sépare les marqueurs en se basant sur la fréquence des recombinaisons. Donc maintenant, si on voit par exemple les deux schémas qui sont ici, ça c'est une carte génétique qui est faite en se basant sur une population du RIL avec 455 individus et 2300 SMP. On voit plus ou moins on a une couverture sur tout l'ensemble des génomes. Par contre, on voit que cette couverture est beaucoup plus importante avec une carte génétique qui a été développée récemment chez les soya avec 16 311 SNP et 18 057 donc, individus ou lignées sur 6 populations. Ça, c'est ce qu'on appelle une carte consensus. Donc, on voit que le nombre de marqueurs utilisés, donc ça sert souvent à bien couvrir le génome avec des marqueurs qui sont séparés par leur distance génétique en centimes grands et de ce fait, donc, avec ces cartes-là, on peut, par exemple, après identifier des marqueurs qui sont liés à des QTL ou des gènes d'intérêt, par exemple. Maintenant, comment on peut faire la cartographie QTL, par exemple, en utilisant un catalogue des SNP? Donc, on va se baser sur l'approche qui a été utilisée pour identifier un QTL. Admettons, si on voit ici que, donc, pour deux marqueurs, donc M1, par exemple, pour un marqueur, par exemple, M1, on n'a pas une ségrégation au niveau de phénotype, de caractère qu'on a étudié par rapport à une ségrégation au niveau des allèles de marqueurs. Cela veut dire que ce marqueur-là n'est pas lié à notre phénotype étudié ou notre caractère étudié, alors que lorsqu'on a une ségrégation allélique au niveau de notre marqueur qui est significativement associé à une ségrégation au niveau du phénotype de caractère on étudie, cela veut dire que ces QTL-là, probablement, ou ces caractères-là, probablement liés à notre marqueur. Et comment on peut utiliser ces caractéristiques pour
identifier des QTL, c'est grâce à des populations du REAL où les caractères en question sera en ségrégation, mais aussi donc, on peut génotyper notre population de lignées recombinants avec un grand nombre de marqueurs moléculaires et grâce avec cette forte couverture, cette densité de couverture en marqueurs, on peut, par exemple, identifier ou localiser les QTL en question, donc en ayant recours aux données de phénotypage de notre population. Donc, on va calculer ce qu'on appelle le load score. Le load score, ça se fait en intervalle et ça calcule la vraisemblance de la présence de QTL par rapport à l'absence de QTL. Admettons, si on prend les QTL entre, par exemple, deux sites, puis on va calculer donc les load scores. Un load score de 2, cela veut dire que la vraisemblance de présence de QTL est 100 fois plus que son absence. Et c'est-à-dire que dans cet intervalle-là, probablement que les QTL est beaucoup, on va dire la probabilité de présence de QTL dans cet intervalle-là est beaucoup plus importante que dans d'autres intervalles. Et comme ça, on peut, donc en analysant notre population d'éril, identifier donc approximativement le site où on a notre QTL d'intérêt. Maintenant, on peut utiliser aussi donc les catalogues des SNP pour faire des GWAS. Puis, qu'est-ce qu'un GWAS? C'est comme on appelle Genome-Wide Association Study. C'est une autre façon pour identifier ou localiser des QTL qui sont généralement à distribution plus normale. Ce sont des QTL qui sont à déterminisme beaucoup plus complexe que certains caractères qu'on peut identifier avec la cartographie normale, la cartographie qu'on a expliquée tout à l'heure. Puis, la différence, c'est que cette approche sera basée sur une population des lignées, que ce soit des lignées avancées ou des lignées déjà commercialisées et sur lesquelles on va mesurer les phénotypes où on voit, par exemple, une distribution normale de notre phénotype et on veut maintenant identifier la région où donc ça peut être situé notre QTL. Et si on obtient ce qu'on appelle le Manhattan plot, ça, c'est chaque point, ça représente un marqueur. Ici, par exemple, chez le soya, on a les 20 marqueurs, les 20 chromosomes. Et chaque point, ça représente un SNP. Et à chaque fois, le SNP, que ça dépasse ici le seuil des significations, cela veut dire que ces SNP-là est fortement associé donc, à une variation au niveau de phénotype de notre caractère étudié et de ce fait, ces SNP-là est probablement associé à notre caractère d'intérêt. C'est important aussi de dire que ici, il est très important de corriger avec l'analyse de la structure qu'on a vue tout à l'heure parce que ça peut biaiser nos données donc d'association si on ne corrige pas pour cette structure-là et les associations qu'on peut obtenir peuvent être faussement associées à une structure de la population plutôt qu'une variation au niveau du phénotype comme tel. Maintenant, donc, aux dernières applications, en fait, pour le catalogue de marqueurs, parmi d'autres, là, donc, je vais juste donc, expliquer ces genres des applications pour l'instant, mais il y en a d'autres applications. On parle de la prédiction génomique. Donc, comment on peut prédire la performance d'un croisement à partir des génotypes des parents? OK. Donc, maintenant, on a un catalogue de génotypes. OK? Donc, on peut former ce qu'on appelle le training set, un catalogue de génotypes, puis donc avec leur phénotype associé maintenant. Et maintenant, on veut avoir l'idée ou on veut prédire la performance d'un croisement en se basant sur leur génotype et leur phénotype. Donc, on a les génotypes et les phénotypes pour les parents. On a ce qu'on appelle le training set. Ça, c'est une population déjà sur lesquelles on a génotypé et on a phénotypé donc les caractères en question, par exemple. Et on veut maintenant donc prédire la performance d'un croisement donné. Donc, le training set, ça va nous servir à entraîner notre modèle de prédiction. Donc, on aura donc un modèle entraîné. Maintenant, donc, on va utiliser le génotype des parents et leur phénotype
pour prédire donc un croisement que peut se faire entre ces deux parents. Pour réaliser ça, donc, on doit prendre la carte génétique. On va, par exemple, passer par la carte génétique qui est développée, par exemple, chez donc par exemple les soya. Et cette carte génétique, ça va être utilisé pour simuler une population des parentales issues du croisement entre des parents. C'est une population fictive là qu'on va utiliser pour vraiment évaluer donc la performance du croisement. Maintenant, une fois qu'on a, par exemple, c'est ça, donc cette population-là, on va passer chacun des individus de la population pour prédire sa performance ou pour prédire, par exemple, les phénotypes en se basant sur les modèles entraînés. Et de cette façon, on peut avoir après donc les phénotypes sur l'ensemble de la population fictive qu'on a créée et on peut avoir une idée sur la moyenne des phénotypes qu'on peut avoir sur la descendance, l'ensemble des descendances des croisements qu'on a réalisés et ça nous permet d'avoir une idée sur ces croisements-là. Est-ce que c'est un croisement qui est vraiment intéressant à réaliser ou c'est pas un croisement intéressant en se basant toujours, comme je viens de dire, sur la moyenne des phénotypes prédits sur l'ensemble de la population qu'on a simulée donc à travers notre carte génétique. Donc ça, c'est la dernière application que je veux vous parler aujourd'hui.